السلام عليكم. سوف نقوم بتصحيح التمرين الذي تم وضعه بالأمس. Donc on va corriger la partie électricité de l'examen 2017, session de rattrapage pour les sections SVT, STE, STM. Alors, d'abord, le sujet, vous l'avez déjà vu, je vous l'ai montré hier. Maintenant, la partie électricité. La première question, on vous demandait de déterminer ou recopier la bonne réponse sur votre feuille. Et on ne vous demande que de recopier la lettre qui correspond à la bonne réponse. Alors, la bonne réponse, c'est la réponse B, petit b. Et ça dit immédiatement après la fermeture de l'interrupteur K, la lampe L1 brille et la lampe L2 brille avec un retard. Eh bien, ceci est dû à quelque chose que nous avons fait dans le cours. La bobine retarde l'établissement de courant et elle retarde aussi la rupture du courant. Donc, le retard que nous allons observer entre les deux lampes vient en fait du comportement de la bobine. Et l'élève doit connaître ça. C'est ce qui va lui permettre d'identifier la bonne réponse. Deuxième question. On vous demande d'établir l'équation différentielle. Eh bien, cette équation différentielle est établie très facilement à partir de la loi d'additivité des tensions. Mais il faut que le schéma soit fait. Donc l'élève doit faire le schéma. Et sur ce schéma, il doit représenter les différentes tensions et aussi les différents courants. J'ai oublié de préciser le sens du courant ici, et c'est là. Donc, pardon, je vais vous... Voilà le sens du courant. Donc, voilà le sens du courant. Voilà. Donc, il faut préciser le sens du courant. Il faut préciser les tensions que l'on a dans le circuit. L'élève doit faire ça et c'est sur cette base qu'il va écrire la loi d'additivité des tensions. Donc, il est évident que UL plus UR est égal à E, loi d'additivité des tensions. Alors, il s'agit d'un établissement de courant. On ne vous le demande pas, c'est-à-dire on ne vous demande pas si il s'agit d'établissement de courant ou de rupture de courant. Mais je vous le dis parce que là, je suis en train de corriger, donc je fais aussi un peu de cours et de rappel. Donc, il faut que l'élève connaisse aussi l'expression de la tension de la bobine et aussi la loi d'Ohm, c'est-à-dire il utilise l'expression UR égale RI. Pourquoi UR est égal à RI? Parce qu'on voit que le sens du courant et le sens de la tension sont opposés. On dit qu'on est en train de travailler dans la convention récepteur. De même, I est opposé à la tension, à la flèche qui désigne qui représente la tension UL. Donc, on est en train de travailler dans la convention récepteur aussi. Et c'est pour ça que l'on peut écrire les équations que je viens de vous montrer ici. Donc, parce que nous sommes dans la convention récepteur, UR est égal RI. Dans le cas contraire, ce serait moins RI. Et UL est égal LDI sur DT plus RI. Et on obtient l'équation différentielle. Donc, troisième ou 2.2, question 2.2, détermination des expressions des constantes A et taux. Or, la solution, on vous l'a donnée. Donc, la solution de l'équation, on vous a donné cette solution. Elle est de la forme I égale à facteur de 1 moins exponentielle moins t sur taux. Eh bien, il faut maintenant dériver cette expression.
et puis remplacer dans l'équation différentielle. Le résultat de ce travail va vous donner une expression qui est la suivante. Et dans cette expression, vous avez deux parties. Un terme constant et un terme qui varie en fonction du temps. On voit A exponentielle moins t sur tau, facteur de 1 sur tau moins R plus petit r sur L. Et ça, c'est une partie, c'est un terme qui varie en fonction du temps. Or, cette équation, c'est l'équation différentielle qui vient de l'équation ou de la relation qui est la loi d'additivité des tensions. Or, cette loi est valable tout le temps, c'est-à-dire elle est valable quel que soit t. Alors, pour que cette expression, pour que cette équation soit vraie quel que soit t, forcément, les deux parties doivent être nulles, puisque le terme qui est par là est 0. Donc la partie qui est là doit être égale à la constante, et la partie qui varie avec le temps doit aussi être nulle, parce que le temps change, le temps varie. Donc il va conduire au fait que la partie qui varie en fonction du temps, elle varie aussi. Or, elle doit être nulle tout le temps. Donc forcément, la partie constante est nulle et la partie temporelle, la partie qui varie en fonction du temps, est aussi nulle. Et là, le résultat, c'est que A est égal E plus sur R plus petit r et tau égale R plus L plutôt sur R plus petit r. Donc on a les deux expressions des deux constantes. Maintenant, on va montrer que la courbe 2 correspond à la tension UAB. On vous dit que dans les deux courbes, vous avez UAM et UAB. Or, si on vérifie pour UAB, eh bien UAB c'est RI. Donc, selon les courbes, à t égale à 0, nous avons I égale à 0. Donc, si I est égal à 0, UAB doit être égal à 0. Or, nous avons deux courbes, à t égale à 0, l'une est égale à 0 et l'autre est égale à une valeur constante, qui est une valeur tout simplement égale à E. Eh bien, dans ce cas, on en déduit que, en fait, c'est la courbe 2 qui correspond à la tension UAB aux bornes de la résistance, puisque c'est la seule qui vérifie la condition initiale qui provient de la solution, c'est-à-dire du courant. Donc la courbe 2 correspond à UAB. Les valeurs de E et de UAB max, eh bien, il suffit de voir la courbe. Donc, on en déduit que E, c'est 6 volts, et que UAB max, c'est-à-dire la valeur maximale que va atteindre la tension aux bornes de R, c'est 4 volts. Donc, tout ceci, c'est graphiquement qu'on va le voir ou l'obtenir. Maintenant, expression de R, la résistance de la bobine. Eh bien, cette expression, pour l'obtenir, on va utiliser UAB égale RI. Alors, pour T tendant vers l'infini, c'est-à-dire le régime permanent. Dans le régime permanent, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? La partie dI sur dt de la tension deviendra nulle, donc le courant deviendra constant. Eh bien, on a UAB max est égal RI max. Or, I max donnera A, puisque l'expression de I, on l'a déjà vu. Pour I égale, je reviens un petit peu à l'expression, comme ça, vous serez fixé. Donc, voilà. Ici, vous avez I est égal à facteur de 1 moins exponentielle moins t sur tau. Eh bien, pour t tendant vers l'infini, donc vous avez l'exponentielle de moins l'infini tend vers 0. Et donc, ça devient A, tout simplement. Alors, Imax, c'est donc A.
Et A, on a déjà vu, c'est E sur R plus petit r. Eh bien, cette équation est très simple. On peut en déduire l'expression de petit r. C'est R facteur de E sur AB, UAB max, moins 1. Et un calcul très simple vous donnera petit r égale 4 ohms. Maintenant, on vous dit détermination de taux. La taux, c'est ce qu'on appelle la constante de temps. Graphiquement, c'est la tangente. Vous regardez la tangente à t égale à 0 et vous voyez à quel moment elle va toucher la valeur maximale de cette tension. Or, la valeur maximale de cette tension, c'est UAB max, puisque c'est la courbe 2. On est en train de travailler sur la courbe 2. Donc, pour vérifier justement là où vous avez l'intersection entre la tangente à t égale à 0 et la valeur maximale UAB max, ceci correspond, ce point d'intersection correspond à taux égal 5 millisecondes. Donc vous avez la valeur de la constante de temps. Pour déterminer la valeur de L, il suffit d'utiliser l'expression de taux. L'expression de taux, c'est taux égal L sur R plus petit r. On en déduit l'expression de L et bien sûr sa valeur. Et on a donc vérifié que la valeur est bien 60 millihenry. Maintenant, on passe à la partie 2 de l'exercice. Cette partie correspond aux oscillations électriques dans le circuit RLC. Eh bien, pour associer les différentes courbes aux différentes valeurs de résistance, je vais vous montrer les courbes. Et ces courbes montrent justement des cas d'oscillation. Voilà. Donc là, vous avez l'énoncé de l'exercice. Eh bien, vous avez 3 courbes. La courbe 3, la courbe 2, la courbe 1. La courbe 1, on voit qu'il n'y a pas d'oscillation. Donc, quand est-ce que les oscillations disparaissent? Quand la résistance devient grande. Pourquoi? Parce qu'en fait, la résistance va faire que l'énergie est perdue par effet Joule et donc on n'a plus d'oscillation. C'est ce qu'on appelle un régime apériodique. Donc, la courbe 2 correspondra forcément à la valeur la plus grande de la résistance R. Et ceci correspond à 123 ohms. Ici, nous avons les 2 autres courbes sont des régimes pseudo-périodiques. Mais on constate que là, vous avez la même valeur, 1, 2, 3, 4, vous avez 4 graduations, 4 divisions correspondant donc à 4 volts dans les 2 cas. Mais lors de l'oscillation, la courbe en bas s'arrête à moins 2 volts, c'est-à-dire que c'est dû au fait que vous avez perdu de l'énergie par effet Joule. Ici, on constate que ça atteint moins 3 volts. Donc, il est clair que dans ce cas, on a moins de perte d'énergie par effet Joule que dans ce cas. Donc, la courbe 1 correspondra à la valeur la plus petite de la résistance. Et il s'agit de R égale 10 ohms. Alors que celle-là correspondra à la valeur entre les deux. C'est-à-dire, ce n'est pas la plus grande valeur qui donne un régime apériodique et ce n'est pas la valeur qui donne le régime pseudo-périodique où il y a le moins de perte d'énergie. Donc, la valeur R égale 20 ohms correspondra donc à la courbe 3. Donc, je vous donne la réponse. Eh bien, la réponse dit, courbe 1, c'est
R égale 10 ohms, la plus petite. Courbe 2, c'est la plus grande valeur de R parce que le régime est apériodique. Et la courbe 3 correspondra donc à une valeur intermédiaire entre 10 et 123, ce qui correspond à 20 ohms. Maintenant, la détermination de la pseudo-période. Eh bien, la pseudo-période, pourquoi on l'appelle pseudo-période? Parce que tout simplement, il ne s'agit pas d'un phénomène périodique. C'est un phénomène un régime pseudo-périodique. Eh bien, la pseudo-période, c'est en fait la durée entre deux passages par la valeur nulle successive de passages. Donc, ça correspondrait à 1, 2, 3 et 4. Si on remarque, c'est aussi la valeur entre deux maximums. Mais bien sûr, il ne s'agit pas de deux maximums identiques. En fait, il s'agit des deux max consécutifs. Donc, c'est 1, 2, 3, 4. Alors, l'idéal pour déterminer la pseudo-période, c'est en fait de prendre plusieurs pseudo-périodes et d'en calculer la moyenne. Mais pour éviter justement de mettre l'élève dans l'embarras, ils choisissent des courbes de façon à ce que vous fassiez la moyenne ou que vous preniez juste une seule pseudo-période, les résultats sont les mêmes. Mais essayez quand même de vous rappeler que la pseudo-période réellement, c'est une moyenne des différentes de plusieurs pseudo-périodes. Vous prenez donc une pseudo-période, une deuxième et vous faites la moyenne. Si vous pouvez en prendre 5, c'est mieux. Si vous pouvez en prendre 10, c'est encore mieux. Mais vous pouvez très bien prendre une seule parce que la plupart des cas, ils vont choisir des courbes de manière à ce que une seule pseudo-période vous suffit. Et donc, vous avez la valeur de la pseudo-période graphiquement. Vous comprenez là que l'élève doit savoir manipuler et lire et utiliser, exploiter un graphe. On en parlera dans quelques secondes. Alors, donc, détermination graphique, c'est t égale 6 millisecondes. Donc, 6, je vous donne juste pourquoi 6. Parce que vous avez 4 divisions et 2 divisions correspondent à 3 millisecondes. Donc, 4 divisions correspondraient à 6 millisecondes. Et c'est tout à fait vrai. Donc, ça c'est une exploitation graphique. La valeur de la capacité, eh bien c'est simple. On sait que, on vous dit de supposer que T, qui est la pseudo-période, est à peu près égale à la période propre. Or, l'expression de la période propre, c'est 2π racine de LC. En utilisant cette expression, on trouve que C est égal T0 carré, période propre, T0 carré sur 4π carré L. Or, T0, c'est T aussi. Les deux valeurs sont supposées être les mêmes. C'est une approximation tout à fait légitime. Donc, on obtient C égale T carré sur 4π carré L et la valeur est de 15 microfarads. Voilà donc pour la correction. Alors, j'aimerais profiter de cette correction pour vous faire passer les cadres de référence pour la partie électricité. Et comme nous avons fait un exercice correspondant à RL et RLC, je vais me focaliser sur la partie RL.
on vous dit représenter les tensions UR et UL. Vous voyez que pour répondre à la question, l'élève devait représenter ces tensions en convention récepteur. Je l'ai dit tout à l'heure. Donc, le cadre de référence correspond et doit correspondre, il doit y avoir une correspondance entre les questions posées dans l'examen et ce qui vous est demandé ici. Donc, représenter les tensions UR et UL en convention récepteur. L'élève doit savoir le faire et la question qui s'est posée, justement, fait référence à ça. Connaître et exploiter l'expression de la tension U égale RI plus L dI sur dt. Eh bien, nous l'avons utilisé tout à l'heure. Donc, la question était basée effectivement sur un point du cadre de référence aux bornes d'une bobine en convention récepteur toujours. Connaître la signification des grandeurs qui interviennent dans l'expression de la tension aux bornes d'une bobine, c'est-à-dire connaître L et connaître R, et savoir que L étant Henri et que R étant homme. Déterminer les deux caractéristiques, c'est-à-dire L et R, à partir de résultats expérimentaux. Eh bien justement, les graphes sont des résultats expérimentaux. Et donc, l'élève doit être capable de faire ce travail. Établir l'équation différentielle et vérifier sa solution lorsque le dipôle RL est soumis à un échelon de tension. Et tout à l'heure, c'était effectivement un dipôle RL soumis à un échelon de tension montant. C'est ce qu'on appelle l'établissement de courant. Donc l'élève doit être capable d'établir l'équation différentielle. Donc la question de l'examen correspond à ce point. Déterminer l'expression de l'intensité du courant lorsque le dipôle RL est soumis à un échelon de tension et en déduire l'expression de la tension aux bornes de la bobine et aux bornes du conducteur ohmique, c'est-à-dire à partir de la solution I égale, eh bien, il faut être capable de déduire UL et UR. Reconnaître et représenter les courbes de variation en fonction du temps, de l'intensité du courant passant dans la bobine et les grandeurs qui lui sont liées et les exploiter. C'est-à-dire, sur un graphe, il faut être capable de reconnaître les courbes. Alors, connaître qu'une bobine retarde l'établissement et la disparition, c'est-à-dire la rupture, la disparition du courant, et que l'intensité I est une fonction de temps continu et la tension entre les bornes est une fonction discontinue. Alors, on va focaliser notre attention sur le fait qu'un élève doit savoir que la bobine retarde l'établissement et la rupture du courant. Sinon, il n'aurait pas trouvé la bonne réponse dans la question 1. Alors, connaître et exploiter l'expression de la constante du temps. Donc, c'est ce que nous avons fait dans une question. On a exploité l'expression de la constante du temps. Alors, bien sûr, il y a d'autres points qui n'ont pas été utilisés, mais je vous donne juste l'idée. Maintenant, on passe à RLC. Reconnaître les régimes périodiques, pseudo-périodiques et apériodiques. Comment est-ce que l'élève peut répondre à la question s'il n'est pas capable de reconnaître les régimes périodiques, pseudo-périodiques et apériodiques? Reconnaître et représenter les courbes de variation de la tension aux bornes du condensateur en fonction du temps pour les 3 régimes. Donc l'élève doit savoir les représenter, les reconnaître pour pouvoir répondre. Alors, l'établissement des équations différentielles, bien sûr, connaître et exploiter l'expression de la période propre,
Il doit la connaître parce que à un moment donné, j'ai écrit T0 est égal de pi racine de LC. Je l'ai utilisé parce que je la connais. Donc, connaître et exploiter l'expression de la période propre. Donc, je l'ai connue, je la connais, donc je la pose, je l'exploite, c'est-à-dire je peux l'utiliser. Alors, là, la partie énergie n'a pas été citée, c'est-à-dire l'exercice ne comporte pas des questions concernant ces points du cadre de référence. Établir l'équation différentielle, donc on vous l'a pas demandé. Voilà donc. Et pour finir, exploiter des documents expérimentaux pour reconnaître les tensions observées. Voilà. Reconnaître les régimes d'amortissement, pseudo-périodique, apériodique. Mettre en évidence l'influence de R, de L et de C, ça n'a pas été demandé dans cet examen, ça peut être demandé dans un autre. Connaître comment brancher un oscilloscope, ça n'a pas été demandé. Voilà donc quelques points. Pourquoi j'ai parlé de ces points du cadre de référence? Je me suis un peu focalisé sur celles ou ceux, les points, donc ceux que nous avons utilisés dans cet examen. Donc, un élève doit savoir le cadre de référence parce que c'est ça qui lui est demandé. C'est-à-dire, représenter une tension, il doit savoir le faire parce qu'il va en avoir besoin. Connaître et exploiter la relation I égale dQ à dt, dQ sur dt, c'est-à-dire partie RC. Donc, il doit le savoir puisqu'il va l'utiliser. Donc, les examens sont basés sur les cadres de référence. Voilà, ça c'est juste une idée de quelques cadres quelques points du cadre de référence. Et les cadres de référence dépendent de la section, c'est-à-dire les cadres de référence pour SVT, STE, STM ne sont pas les mêmes que les cadres de référence pour section physique-chimie ou bien section sciences-maths. Vous devez donc connaître vos cadres de référence, celles dont vous êtes censé connaître les détails. Merci donc, voilà pour la correction, et j'ai profité de la correction pour vous donner une idée du cadre de référence. Donc je vous laisse le cadre un peu juste au cas où vous en auriez besoin. Voilà le cadre de référence partie RC, dipôle RC, dipôle RL, toujours dipôle RL, et circuit RLC série. Voilà. Et là, vous voyez que ici commence la partie mécanique. Et ça, c'est quelque chose que j'ai déjà fait avec vous en parlant un peu des cadres de référence de la partie mécanique. Mais ce qui nous intéresse maintenant, c'est le cadre de référence de la partie électricité. Merci donc et bon courage.